Bonjour chers amis. Dans quelques heures, il va être impossible de s'exprimer au sujet du deuxième tour de l'élection présidentielle française. Donc je me dépêche d'enregistrer cette petite vidéo pour partager avec vous quelques réflexions que m'inspire cette élection. Élection à laquelle je ne pense pas participer. La principale raison, c'est que depuis une semaine, je suis positif au Covid-19 et que je suis donc prisonnier de mon appartement. Et je ne pense pas me rendre au bureau de vote dimanche pour aller voter. Je n'avais d'ailleurs pas beaucoup d'enthousiasme pour participer, pour aller voter, car le choix qui nous est offert ne m'inspirait guère. Je n'évoquerai pas la candidature de Madame Le Pen, dont les idées ne correspondent pas du tout aux idées que j'ai toujours défendues, en particulier en ce qui concerne la Corse. Mais je pense que les grands médias français, les sportifs, les artistes, que sais-je encore, ont bien tort de la diaboliser comme ils le font, car malgré tous ses défauts, Madame Le Pen n'est certainement pas une nazionne, comme j'ai entendu certains le dire, et les chars russes ne rouleront pas sur les Champs-Élysées au lendemain de son élection, pas plus que les chars soviétiques n'avaient déferlé sur les Champs-Élysées au lendemain du 10 mai 1981, lorsque François Mitterrand a été élu. Je préfère parler du candidat sortant, du président sortant. Et je laisse à d'autres le soin de parler de son bilan en matière économique, sociale ou autre. Je pense que d'autres le font beaucoup mieux que moi. Je voudrais évoquer ce mandat d'Emmanuel Macron sous deux angles. Premièrement, l'angle corse. Le bilan est calamiteux. Il y avait eu quelque espoir d'une avancée vers une solution politique à la fin du mandat de François Hollande, à la suite de l'élection aux responsabilités d'une majorité nationaliste ici en Corse. Malheureusement, l'élection de 2017 d'Emmanuel Macron à la présidence de la République a stoppé ce processus, et je dirais même qu'il l'a fait reculer. Je n'oublierai jamais, et je pense que la plupart des Corses n'oublieront jamais, la première venue en Corse d'Emmanuel Macron à Ajaccio et à Bastia, accompagné à Ajaccio par un personnage sorti des oubliettes qui est certainement l'homme politique le plus détesté ici en Corse, à savoir Jean-Pierre Chevènement. Le discours qu'il a prononcé, dans lequel il a indiqué à Ajaccio que la cause des assassins du préfet Erignac ne se plaidait pas. Belle leçon de droit en vérité. D'autant qu'il prononçait ce discours en présence de l'un des défenseurs d'Ivan Colonna, qui n'était autre que le président de l'exécutif de Corse, Gilles Simeoni, avocat de profession. Je n'oublierai jamais le discours qu'il a prononcé ici à Bastia, le lendemain, je crois, sur fond de drapeau tricolore, sans aucun drapeau corse, après que nos représentants, nos élus, dont le président de l'exécutif, dont le président de l'Assemblée territoriale, eussent été fouillés publiquement avant de pouvoir rentrer dans la salle de l'Albour pour écouter les paroles présidentielles. Le discours de Bastia a été une fermeture de porte dans toutes les directions, de toutes les portes.
en ce qui concerne la question des prisonniers, en ce qui concerne la co-officialité de la langue corse, en ce qui concerne l'évolution du statut politique de la Corse. Et l'essentiel du mandat d'Emmanuel Macron a été marqué par une absence de dialogue. Une dame avait été nommée à la fonction non officielle de Madame Corse, alors qu'elle n'en avait ni la compétence, ni la connaissance du dossier. Et que, visiblement, elle n'avait absolument pas l'autorité nécessaire de faire avancer les choses. Quand il n'y a pas de volonté présidentielle pour que les choses avancent. Il aura fallu le drame de la prison d'Arles, l'assassinat, l'agression, puis la mort d'Ivan Colonna, à la suite de son agression par un djihadiste endurci. Il aura fallu attendre cela et l'émotion que cela a suscité en Corse, les manifestations, la violence, le retour de la violence, pour qu'enfin une ébauche de dialogue, à la toute fin du mandat d'Emmanuel Macron, s'engage avec la venue du ministre de l'Intérieur. Pourquoi est-ce que ce dialogue n'est pas intervenu plus tôt? Emmanuel Macron est né après l'affaire Dallaire, au moins 2 ans plus tard, je crois. Il ne peut donc pas être tenu comme responsable des errements de la politique française en Corse qui ont abouti à l'affaire Dallaire en 1975. Il aurait pu être l'homme d'État français qui aurait tenté de résoudre ce problème corse. Il n'a rien fait. Et par son arrogance, son mépris, il a réussi à braquer la majorité de la population corse contre lui. La tentative de dialogue ébauchée par le ministre de l'Intérieur Darmanin a vite été interrompue puisque le président Macron a estimé que ce dialogue ne pouvait pas se poursuivre dans le climat de violence actuel. Je rappellerai malgré tout que l'essentiel des 5 années du mandat d'Emmanuel Macron ont été marquées par la paix civile en Corse. Le FLNC avait renoncé à la lutte armée avant même l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. La paix régnait. Pourquoi n'a-t-il pas profité de cette paix? Pourquoi n'a-t-il pas saisi la main tendue des responsables politiques corses pour essayer de trouver une solution au problème corse? Son mépris, son arrogance, l'assassinat d'Ivan Colonna ont suscité un regain de violence en Corse, hélas, et certains en Corse en ont déduit que les choses ne pouvaient avancer qu'avec la violence, puisque M. Darmanin est venu en Corse pour discuter à cause de cette violence. Il eût été préférable d'entamer le dialogue dès son arrivée à la présidence de la République en 2017. Cela n'a pas été fait. Et c'est bien dommage. Je le regrette pour la Corse. Je le regrette pour la France également. Le deuxième dossier sur lequel je voudrais m'exprimer concernant le bilan du président sortant, c'est la politique africaine. Catastrophique. La France avait été accueillie en libératrice au Mali en 2013. Aujourd'hui, les manifestants de Bamako vomissent la France et exigent le départ de la France du Mali. Comment a-t-on pu en arriver là?
Mais surtout, ce qui me tient à cœur, c'est le fait qu'Emmanuel Macron ait déroulé le tapis rouge pour Paul Kagame, le pire dictateur du continent africain, en tout cas le plus sanglant. Paul Kagame, qui depuis son arrivée au pouvoir en 1994 n'a eu de cesse que de salir la France, que d'insulter la France, que d'accuser la France de participation au génocide contre les Tutsis, ce qui est historiquement faux, bien sûr. Comment et pourquoi surtout est-ce qu'Emmanuel Macron a jugé bon de se réconcilier avec ce régime? Le Rwanda n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz qui pourrait expliquer ce rapprochement. Est-ce que dans l'entourage de M. Macron, on a fait miroiter les richesses de l'Est du Congo, de la République démocratique du Congo, qui continue à être pillée directement ou indirectement par les sbires de Paul Kagame? C'est possible, je n'en sais rien, je n'ai pas de preuves. Mais j'ai été choqué par ce tapis rouge à l'Élysée. D'autant plus qu'il est venu à plusieurs reprises à Paris durant le mandat d'Emmanuel Macron. Et qu'Emmanuel Macron lui-même s'est rendu à Kigali pour prononcer un discours au mémorial du génocide des Tutsis, durant lequel il a demandé pardon. Pardon de quoi, c'est pas clair, mais en tout cas, il a fait une demande de pardon. J'ai été choqué par le fait que la servante zélée de Paul Kagame, Louise Mushikiwabo, ait été nommée, et non pas élue, nommée secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie à l'initiative d'Emmanuel Macron. Alors que le régime de Paul Kagame n'a eu de cesse que d'éradiquer la langue française et la culture française du Rwanda, allant jusqu'à envoyer des bulldozers pour raser le centre culturel français de Kigali. Cette nomination avait été l'occasion pour Paul Kagame de gracier deux prisonniers politiques rwandais. L'une était Victoire Ingabire, qui croupissait en prison pour avoir osé tenter de se présenter à l'élection présidentielle contre le dictateur, et qui depuis vit en résidence étroitement surveillée et ne peut pas quitter son pays, et elle vit sous l'épée de Damoclès d'une possible nouvelle arrestation, voire pire. Et l'autre personne qui avait été libérée, c'était Kizito Mihigo, ce remarquable artiste, auteur, compositeur et chanteur, organiste rwandais, qui lui aussi s'est retrouvé dans une situation de mort civile à l'issue de cette libération, ne pouvant plus faire son métier d'artiste au Rwanda et ne pouvant pas non plus quitter le pays. Il aurait tenté de quitter le pays et était arrêté lorsqu'il tentait de passer au Burundi. 2 jours plus tard, on a retrouvé son cadavre dans une cellule de la police à Kigali. Suicide, nous a-t-on dit. Alors que tout indique qu'il a simplement été torturé et assassiné en prison. Et c'est avec cet homme, Paul Kagame, que Macron s'est rapproché. Que cache ce rapprochement franco-rwandais? Quels intérêts cela cache? Les intérêts de la France, je ne les vois pas clairement. Sachant tout ce que je sais au sujet du régime rwandais, au sujet de Paul Kagame, ce rapprochement m'est tout simplement intolérable. Je souhaite ardemment l'instauration de nouvelles relations entre la France et le Rwanda, mais du vivant de Paul Kagame, ou tant que Paul Kagame sera
au pouvoir, et il l'est depuis 1994, cela me semble bien difficile. Emmanuel Macron connaissait-il suffisamment le dossier? Je ne sais pas, mais il aurait dû, parce que ce n'est pas les conseillers qui manquent autour d'Emmanuel Macron. Il a dû être suffisamment renseigné par ses conseillers. Donc cette attitude qu'il a eue vis-à-vis de Paul Kagame est tout simplement intolérable. Je ne peux pas oublier, quand on vante le bilan exceptionnel d'Emmanuel Macron dans la gestion de la crise du Covid, moi qui suis maintenant atteint à mon tour du Covid, je ne peux pas oublier la démonstration de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui, sur le perron de l'Élysée, nous expliquait que porter le masque n'était pas recommandé et pouvait même être nocif. Tout simplement parce qu'à l'époque, eh bien, il n'y avait plus de stock de masques, plus de stock de respirateurs, et que la France a été prise au dépourvu. Alors je ne sais pas si ça s'appelle la bonne gestion d'une crise. J'ai plutôt l'impression que le gouvernement d'Emmanuel Macron a navigué à vue dans cette crise. Et que, bon, il a fait de son mieux, certainement, mais avec des revirements, des incohérences que les Français n'ont pas manqué de remarquer. Voilà, chers amis, ce que je pouvais dire au sujet de ce deuxième tour de l'élection présidentielle qui ne m'enthousiasme guère, on l'aura compris. Et vous aurez également compris qu'il était hors de question pour moi de glisser un bulletin portant le nom d'Emmanuel Macron dans l'urne dimanche prochain. Sans doute resterai-je sagement à la maison. Voilà, je vous souhaite un bon vote et à bientôt.